Oui, bonjour à tous, bienvenue. Alors, je vais développer ouais, quatre sujets qui sont liés. Alors, d'abord, un mot sur la loi d'orientation agricole. Bon, il n'y a rien de concret dedans, hein. C'est une répétition des gouvernements précédents. Il y avait quelques éléments qu'on pouvait éventuellement trouver positifs sur les délais d'instruction dans les dossiers où il y avait une simplification qui était prévu. On verra ce qui restera de toutes ces annonces. Mais sur le fond vraiment des sujets, de revoir le modèle agricole et de ramener de la rémunération aux paysans, revoir la chaîne de valeur pour renouveler les générations et laisser partir dignement les paysans en retraite, il n'y a rien de concret dans cette loi d'orientation agricole. Il n'y a vraiment aucune avancée, hein. Et bon, je suis pas le seul à le dire, hein. Il y a beaucoup d'élus ou de responsables syndicaux qui l'ont dit. C'est comme d'habitude d'une grande déception, mais comme celle auparavant. Alors ensuite, eh bien, on s'enfonce dans la crise, hein, vous le savez. J'ai reçu un article de Réussir Bovin. Bon, la décapitalisation, une baisse du cheptel de 20% à horizon 2030 aurait des conséquences quasi irréversibles, bien au-delà des fermes, hein. Donc ça, il est bien évident que le cheptel, nous on pense qu'il va partir 20 à 30% des agriculteurs, je dirais dans les 2 à 5 ans, peut-être dans les 2 à 3 ans. Et donc ça continue, l'étau se resserre, hein, avec ce fiasco du libre-échange, ce fiasco de la politique européenne qui, je dirais plutôt, est plus mauvaise encore que sur les autres continents, même si sur les autres continents, les agriculteurs sont touchés financièrement aussi, hein, même ceux qui sont hors Union européenne, même ceux qui sont avec leur propre monnaie, il y en a qui sont quand même moins impactés. Là, au niveau de l'Europe, les moins impactés seraient plutôt, même s'ils sont en crise et qu'il y a des difficultés partout, seraient plutôt les Italiens et les Polonais, hein, même s'il y a des problèmes, hein, mais je parle en global, en chiffre global de difficultés économiques, le ratio ramené par exploitation, hein. Et donc, bah, les regroupements continuent, ça se resserre, ça fusionne, il y a de la restructuration, il y a des abattoirs qui ferment, hein. Donc, eux, ils vont se restructurer, ils vont adapter les outils industriels en fonction des demandes sociétales. Dans certains domaines, il va y avoir plus de consommation végétale qu'animale dans certains pays ou dans certains secteurs. Et vous m'avez envoyé l'exemple de Euralis et Maïs Adour, 9200 salariés, 3 milliards de chiffre d'affaires. Les coopératives agricoles Euralis et Maïs Adour annoncent un projet de fusion. Bon, bah ça, c'est comme toutes les coopératives, hein. Les regroupements continuent. Ils ont, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Au niveau de COP de France, la coopération agricole, la FNSEA, il y a longtemps qu'ils ont dans les tuyaux, ça remonte déjà à plusieurs décennies, ils veulent faire une coopérative, un géant européen, un pôle européen où il y aura, par exemple, une grosse coopérative laitière, par exemple. Et puis la France, il y aura des succursales, il y aura des bras, des branches. Voilà, ils sont toujours là-dedans, avec dans ces schémas-là une stabilité, voire une croissance des emplois tertiaires, et toujours de moins en moins de monde dans les exploitations ou sur le terrain pour faire le travail. Donc concentrer le volume de production et d'endettement sur les petits soldats et augmenter le nombre de travailleurs dans les bureaux, hein. Bureaucratie, contrôle, charte de qualité, label, j'en passe et des meilleurs. Alors donc, ce regroupement-là, cette fusion, pardon, d'Euralis et de Maïs Adour, bah, si vous voulez, Euralis, c'est des fonds Unigrain. Il y a des fonds Unigrain et des fonds du groupe Avril, hein. La cession avec Sanders West avait eu lieu le 1er janvier 2016, hein, et avait permis à Euralis de consolider ses liens avec le groupe Avril. Donc, vous voyez, hein, c'est en lien aussi, et ça travaille avec InVivo, qui regroupe plus de 200 grosses coopératives. Et puis après, ça c'est pour Euralis. Vous avez Maïs Adour. Bah, Maïs Adour,
Sophie Protéol est une société de financement et de développement d'Avril, plus IDIA, renforce les fonds propres de Maïs Adour. Ça date de quelques années. Ça s'appelait Sophie Protéol à l'époque. La branche IDIA du Crédit Agricole, il avait renforcé les fonds propres de la coopérative Maïs Adour. Donc tout ça, c'est lié. Bien sûr que les dirigeants sont des dirigeants de la FNSEA, hein, et c'est la continuité de cette politique où on s'oriente vers qu'un modèle. Alors, à côté de ce modèle qui prend toute la place, cautionné par la Commission européenne, cautionné par nos instances européennes, soutenu par nos chefs d'État et de gouvernement, quels qu'ils soient, hein, qui sont passés au pouvoir. Les financements sont adaptés justement pour ces structures-là, hein, et le modèle, il est mis en place pour que le consommateur, à travers ses impôts directs et indirects, il finance le système. Donc l'agriculteur, lui, il est privé de rémunération. Par contre, on va faire appel à l'État-providence pour financer un plan d'eau, pour financer une mélangeuse, pour financer un enrouleur pour irriguer, pour financer un robot de traite ou un bâtiment. Voilà. Donc c'est bien une stratégie et un choix politique des chefs d'État et de gouvernement qui ont mis en place en 92 la politique agricole commune, qui consistait à nous envoyer de plus en plus sur les marchés mondiaux, hein, pour que l'agriculture soit une monnaie d'échange et garder la politique qui était à l'époque du pétrodollar, puisque les enjeux, c'est l'énergie. Aujourd'hui, les enjeux dans le monde, c'est qui va être capable de produire une énergie abondante à peu cher. Voilà. Sachant que l'énergie a un lien direct, bien sûr, avec les productions industrielles, mais avec la production agricole. Parce qu'avec une énergie chère, si on n'est pas compétitif au niveau de l'énergie ou qu'on dépend sur la partie énergétique des Russes ou des Américains ou de quelqu'un d'autre, à partir de là, notre économie et notre produit intérieur brut, il est flingué. Il est dépendant de ceux qui nous tiennent. Donc, aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il y avait une augmentation sur le prix des parts fermes, des produits agricoles. Je pense notamment aux petits veaux, je pense au lait, je pense à la vente de broutards en viande bovine, je pense même aux animaux en bovin viande, le prix aux carcasses. Alors, alors, l'augmentation des prix, oui, mais pas l'augmentation des marges. Il ne faut pas confondre une augmentation de prix avec une augmentation de marge réelle, puisque tout a flambé autour de nous. D'abord, il y a un retard depuis plusieurs décennies. En viande bovine, la crise elle remonte avant les années 2000, d'accord? Donc, personne ne va compenser par ces augmentations de prix qui ne sont pas du tout en parallèle avec les coûts de production, puisque le prix des bâtiments, ça a flambé, le prix du matériel a flambé, le prix des services, le prix des assurances, je ne vous en parle pas, vous le savez comme moi. Donc quand les prix augmentent, même si nos marges nettes, ça n'a rien à voir avec l'augmentation des prix, dans le modèle ultralibéral, c'est toujours un accident. C'est toujours un accident parce que ils font en sorte que pour déséquilibrer des puissances, quand on se fait concurrence entre nous, appauvrir les paysans, il y a des guerres commerciales permanentes. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé par le passé. Lorsque Ronald Reagan, par exemple, avait, avec ses amis d'Arabie Saoudite, avait demandé d'augmenter fortement la production de pétrole et l'Arabie Saoudite avait augmenté de façon importante sa production de barils produite par jour à partir de 86, les États-Unis en ayant fait autant, ça plongeait les cours du pétrole vers le bas et ça finit de mettre à bas l'Union soviétique qui était en difficulté à l'époque. Et après, vous avez eu la chute du mur de Berlin en 89. Ce qui veut dire que quand une production n'est pas régulée, quand on veut l'effondrer, eh ben, on ouvre les vannes pour produire à tout va et on écroule l'économie des pays. Et là, à l'époque, la stratégie de Ronald Reagan avait fini d'écrouler l'Union soviétique, sachant qu'avant, il avait lancé le projet de armement de guerre des étoiles. Donc,
Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour essayer, même si en marge nette, ça ne nous donne rien, ils sont à la manœuvre, que ce soit Bigard ou les autres, hein. Ils vont jouer bien sûr avec le levier des importations pour pas qu'on soit payé, pour qu'on soit payé le moins cher possible, hein. Et puis ils vont nous mettre en parallèle de la production d'énergie pour donner une rémunération aux paysans. Voilà. Parce que les décideurs politiques ne veulent pas revoir le modèle. Donc, on a compensé par les travaux extérieurs beaucoup des épouses, même si ça peut être les hommes qui sont double actifs. Après, comme je l'ai dit, on a eu les éoliennes, les méthaniseurs, la méthanisation. L'Allemagne a joué beaucoup la carte de la méthanisation, où le gouvernement allemand avait trafiqué le prix de rachat du méthane pour permettre aux agriculteurs allemands de vivre en partie des méthaniseurs et du coup stabiliser le prix du lait, voire le baisser pour prendre des parts de marché, hein. Pareil dans les élevages porcins. Et nous, il est clair que le chemin qu'ils vont prendre, ça va être un chemin qui va ressembler à ça. C'est-à-dire que on vit avec des salaires extérieurs pour une grande partie d'entre nous, soit le salaire des épouses, soit le salaire des mandats, soit etc. Et là, on commence à vivre maintenant avec la méthanisation. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent de la méthanisation, énormément. Une grande majorité des gens qui ont participé aux réunions avec moi depuis une quinzaine d'années sont équipés de méthaniseurs, soit collectifs, soit eux-mêmes. C'est souvent collectif, hein. Et puis après, maintenant, il y a des parcs éoliens qui tombent sur nos exploitations. Et puis le photovoltaïque, quand même, ça remonte à quelques années, hein, les photovoltaïques. L'agrivoltaïsme maintenant. Donc, ça va être des compléments de revenus qui ont pour seul objectif de ne pas rémunérer les paysans à leur juste valeur à travers des coûts de production comme on devrait comme pour tous les métiers. Comme pour tous les métiers. Tous les métiers, ils ont leur carnet de factures et ils vivent de leur métier et de leur production. Et ben nous, non, nous, il faut qu'on fasse trois, quatre métiers, hein, il faut qu'on soit producteur d'énergie, il faut qu'on ait des travails extérieurs, certains ont des mandats syndicaux, certains sont à la Chambre d'agriculture, d'autres sont élus de leur commune. Ça ne veut pas dire qu'en faut pas, hein, il en faut des élus de commune, mais s'il faut que les gens aient tous des mandats extérieurs pour arriver à vivre de l'agriculture, moi, ça me choque un peu qu'on n'ait pas une politique digne agricole, qu'on soit pas capable de mettre en place un modèle, alors qu'il existe, pour qu'on puisse vivre dignement de notre métier sans aller en permanence chercher des leviers. Parce que obligatoirement, il oblige les gens à chercher d'autres sources de revenus, puisque les gens n'ont pas de revenus. Et il y a quand même plus de 2 suicides par jour. Alors, moi, je suis toujours un peu surpris de ça, parce que le menuisier qui est venu installer les meubles chez moi, il n'a pas été couper les arbres dans la forêt. Il est menuisier. Il vit de son métier de menuisier. Et il n'a pas de panneau photovoltaïque sur son atelier. Donc, voilà. Pourquoi nous, on est traités comme des gueux? C'est ça la question. Pourquoi en permanence, on est obligé d'aller chercher des leviers? Ils nous obligent à aller chercher des leviers, méthaniseurs, etc., salaire extérieur, parce que le prix, et sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé, d'un cours mondial qui est instauré par le libre-échange et qui est parfois des échanges qui sont faits entre la Chine et l'Inde, qui représentent une infime partie du commerce international, mais qui sonne le la sur les prix mondiaux et qui permet à l'industrie agroalimentaire de mettre les paysans en compétition à travers le monde. Alors, est-ce qu'ils vont revoir le modèle? Est-ce qu'ils vont réfléchir pour la prochaine réforme de la PAC? C'est pas bien parti. Parce que le modèle tel qu'il est là, il enrichit quand même pas mal de personnes. Je vais en prendre qu'un exemple. Il y en a plein. Je vais en prendre qu'un. Les aliments du bétail, c'est entre 8,5 milliards et 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France. Donc c'est une manne terrible sur lequel ils ont énormément de valeur ajoutée, nos coopératives et quelques privés qui vendent des aliments du bétail. Et au niveau mondial, il y a une estimation de la FAO, c'est autour de 370 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, imaginez-vous bien, hein, aliments tout confondus, hein, voilà. Donc, il y a plusieurs sources de données au niveau chiffre d'affaires, mais imaginez-vous bien que le modèle industriel ou semi-industriel, mais industriel, comme il se développe en Chine d'ailleurs,
avec les élevages de porc, hein, hors sol, parce que c'est principalement les élevages intensifs et hors sol qui consomment beaucoup d'aliments, plus que bien sûr les élevages extensifs. Vous comprenez bien que ce modèle-là rapporte, ils n'ont pas envie de le changer. Et puis en plus, qui dit modèle très poussé, pousser énormément les animaux avec des aliments, concentre les animaux. Qui dit concentration dit ensuite vaccination, dit antibiotiques, dit animaux malades, dit intervention vétérinaire, et ça y est, on est parti dans un cycle infernal dans lequel, eh ben, finalement, ils gagnent à tous les bouts de la chaîne. Hein. Ils vendent des aliments, ils vendent des antibiotiques, ils font intervenir les vétérinaires. Euh, voilà, le système, il a été calculé comme ça. Est-ce qu'on peut en changer? Oui. Est-ce que certains sont commencés à en changer? Oui. En revenant sur du local, alors bien sûr, ça ne fera pas des centaines de milliards d'euros, mais tout ce qu'on pourra faire en local, et nous, si on décide de changer nos façons de consommer, nos façons d'acheter l'alimentation, par ce biais-là, automatiquement, on va dégonfler la bulle, obligatoirement. Sinon, aujourd'hui, par les décideurs politiques, ben, aujourd'hui, non, puisqu'ils sont aux mains de la haute finance internationale. Voilà. Donc, ils sont en lien avec la trilatérale. Donc, c'est sûr que c'est pas les gens de la trilatérale qui vont préconiser les projets alimentaires territoriaux, qui vont préconiser de revenir vers des associations comme SOS-MER. C'est pas la trilatérale qui va proposer ça, parce que bon, les PAT, les gens qui veulent revenir sur du local, c'est de la communication entre nous, c'est des gens qui sont bénévoles, c'est des gens qui sont là pour conserver les paysans sur les territoires, les nourriciers, dans le but d'améliorer notre consommation, d'améliorer notre santé, manger sainement, proximité, pas de business, pas de spéculation, pas d'entreprise cotée en bourse. Donc bien entendu, ça intéresse pas grand monde. Ça intéresse que les gens qui ont compris que si on voulait garder nos emplois sur les territoires, ramener de la main-d'œuvre dans les exploitations, utiliser en plus, dans certains cas, la réinsertion pour les gens qui ont été exclus de cette société de brut, de monde libéral qui exclut une partie des travailleurs. Si on veut consolider tout ça, ben c'est pas avec le libre-échange et les décisions de l'Union européenne, de la trilatérale, où j'en passe et des meilleurs du sommet de Davos. C'est pas avec ces gens-là, bien entendu, qu'on va changer les choses. C'est nous en prenant conscience, et c'est certes, on fait des petits pas, on ne fait pas des grands pas, mais tous les petits pas qu'on peut faire, c'est des pas qui vont dans le bon sens. Je vous remercie et à bientôt.